Ok, donc c'est la dernière présentation de la journée avec nos amis de Glimpse. Je vais les laisser se présenter. On va parler de sécurité des systèmes d'information à l'ère des modèles de langage large ou grands modèles de langage ou C'est à voilà. la mode en ce moment, donc Voilà. voilà. Donc à vous. Merci. Bonsoir à tous. Merci pour votre présence. Effectivement, on va vous proposer un petit retour d'expérience sur l'utilisation d'un LLM pour les détections de scripts PowerShell malveillants. Euh, Hop, je vais plus original. Alors, comment je fais pour... Ok. Nickel, c'est parfait. Donc effectivement, on est petite nouveauté dans la journée, on est deux à vous faire la présentation. Donc, Activio Oro, analyste CTI. C'est ça, donc analyste malware chez Glimpse depuis un petit peu moins de 2 ans. Je passe mes journées à essayer de disséquer des malwares quand on peut en avoir, pour essayer de comprendre comment ça fonctionne et améliorer nos solutions en interne en tout cas. Et moi-même, Pierre-Adrien France, donc je suis ingénieur R&D. Et voilà. Alors, donc le petit POC, le petit travail que nous avons fait est à la croisée de plusieurs formes d'intelligence. La première, c'est l'intelligence humaine, évidemment. Donc il s'agit d'identifier d'abord un problème, d'essayer de le comprendre, d'en voir un peu les bornes, d'identifier aussi des solutions possibles. L'intelligence artificielle, en général, ça prend la forme de modèles dont on essaie d'extraire des représentations qui soient actionnables pour la tâche spécifique qu'on s'est donnée. Et la troisième forme d'intelligence, elle est là, donc c'est l'intelligence de l'analyse CTI au sens de renseignement. Donc ces trois intelligences s'entraident, se nourrissent. Je vais laisser Silvio présenter rapidement le cycle de l'analyse CTI. Oui, alors ben voilà, tout simplement, puisqu'on parle de la croisée des intelligences, nous on voulait faire le point sur, à un moment donné, comment l'aspect CTI, donc la Threat Intelligence, peut apporter des choses dans la preuve de concept qu'on vous propose. Pour se faire une simple définition, peut-être encore une, en tout cas, de ce qu'est la Threat Intelligence, c'est Wikipédia qui le dit, hein, la Threat Intelligence, c'est une discipline qui est basée sur des techniques de renseignement, du coup l'aspect intelligence, qui a pour but la collecte et l'organisation de tout plein d'informations et de données qui sont liées à différentes menaces de notre cyberespace. Et le but de ces informations, quand on les corrèle, c'est d'essayer de pouvoir dresser différents portraits de cette menace et d'essayer de déterminer, dans la mesure du possible en tout cas, ce qui se passe et d'essayer de prédire les tendances. C'est un travail qui s'apparente un petit peu au cycle du renseignement, d'une certaine manière, mais avec un focus plus sur l'aspect cyber. Et on va essayer effectivement de s'appuyer sur cette discipline pour apporter, on va dire, une vision d'analyste sur notre modèle. Ok, donc on va passer maintenant un peu dans le vif. Donc effectivement, comme le titre l'avait suggéré, on a utilisé un LLM. Voilà, on verra quel élément on a utilisé, c'est un peu particulier, mais bon, pour présenter rapidement ce qu'est un LLM, si vous venez de vous réveiller, Vraiment pas. voilà. Ce sont des modèles qui essaient de modéliser de manière statistique le langage. Donc en général, ce sont de gros modèles entraînés sur de grands corpus, mais on verra que l'histoire des modèles de langage remonte à assez loin. Jusqu'à récemment, ils prenaient du texte en entrée. Mais maintenant, ils sont se dit multimodaux, parce qu'ils sont capables de prendre des images, des vidéos et même de l'audio, et même d'autres formes de signaux. On est passé à la moulinette dans cette architecture qui est maintenant devenue le standard un peu de facto, le transformer. Je donnerai des précisions tout à l'heure. Et donc les différentes tâches qu'on peut faire avec un grand modèle de langage, c'est les systèmes de questions-réponses, donc type ChatGPT, mais aussi du résumé, des descriptions d'images, de la traduction, de l'analyse du sentiment, des formes de chatbot et de la génération évidemment de texte, parce que c'est pour ça à la base qu'ils sont entraînés. Euh, donc voilà, ils appartiennent effectivement à la classe des modèles probabilistes du langage. Donc l'héritage des LLM est assez
assez grand, hein. Donc sur le petit arbre, ça va seulement jusqu'en 2018, mais ça c'est pour les grands modèles de langage, mais vraiment le NLP avec des réseaux de neurones remonte au tout début des années 2000. Euh, donc avec des modèles N-gram, etc. D'abord avec des couches denses, puis des couches de convolution, puis des expérimentations avec des couches récurrentes. Euh, et puis à partir de 2014, les choses se sont vraiment accélérées à partir de la publication du principe de l'attention, puis de l'architecture transformer en 2017. Et à partir de 2017, donc on a vu vraiment une explosion voilà, cambrienne de ces modèles avec différents acteurs. Donc on a des acteurs des acteurs privés et des acteurs qui ont un but économique de profit, comme Meta, Google, OpenAI. Ce qu'on a vu aussi, bon, depuis assez loin, c'est comment dire, un gros effort de la communauté open source pour essayer de mettre à disposition de tous des méthodes, mais aussi maintenant des modèles sur des plateformes comme par exemple le GameFace, dont on a déjà parlé aujourd'hui. Euh, donc les modèles ont beaucoup grossi, on verra par la suite. En cybersécurité, ils sont utilisés aussi, un peu en défense pour la détection, l'analyse et la rédaction de rapports, mais surtout en attaque pour la rédaction de documents de phishing, l'aide à l'ingénierie sociale et aussi pour la génération de scripts ou même d'exécutables malveillants ou de fonctions malveillantes. Euh, donc, le trait particulier aussi des LLM, c'est qu'ils ont beaucoup cru en poids, en taille. On a vraiment une croissance exponentielle, hein. Le poids des modèles a été multiplié par un facteur 10 000 entre 2019 et aujourd'hui. Donc, par exemple, le premier GPT d'OpenAI, il est sorti en 2018, il faisait 120 millions de paramètres. Le deuxième en 2019 en faisait 1,5 milliard. Le troisième en faisait 175 milliards. Et GPT-4, que vous avez peut-être déjà utilisé, qui est sorti récemment, en fait un peu plus d'un trilliard sans doute, on ne sait pas exactement. Donc on a un petit facteur 10 000 en 4 ans, c'est pas mal. Alors pourquoi ces modèles croissent? Ben, c'est parce que même les meilleures architectures ont besoin de ce qu'on appelle la capacité. Donc la capacité, ben, ça réfère à la capacité d'un modèle à extraire des représentations riches des données et donc être meilleur sur les tâches qu'on leur demande. Et la capacité d'un modèle, c'est entre autres lié au nombre de paramètres, au nombre de couches, etc. Euh, et on s'est très vite rendu compte, en fait, en étudiant le langage depuis le début des années 2000, que la quantité de données d'entraînement et le nombre de paramètres étaient vraiment des bottlenecks. Donc on a grossi pour, euh, pour pouvoir être meilleur sur cette tâche. Alors il y a deux tendances, c'est que les grands acteurs comme Meta, Google, OpenAI croissent, mais dans le monde de l'open source, on essaie de garder les choses un petit peu plus réalisables par le commun des mortels. C'est pour ça enfin, dans le monde de l'open source, on trouve beaucoup de frameworks pour quantifier les modèles, les rendre plus petits, et aussi des frameworks d'inférence pour pouvoir faire tourner ces modèles sur des laptops, par exemple, sans avoir besoin forcément d'un GPU. Alors, il y a deux techniques aussi donc, qu'on a utilisées et qui sont très importantes dans le monde du deep learning. C'est le fine-tuning et le transfer learning à partir de modèles préentraînés. Donc, je rappelle que GPT, c'est Generative Pre-training. Donc, la technique du pre-training, justement, est fondamentale. Donc, le pre-training, c'est tout simplement entraîner ces énormes modèles sur une très grande quantité de données. Donc en général des données non labellisées. Donc ce qu'on veut, c'est apprendre à ces modèles à vraiment découvrir par eux-mêmes des représentations très riches de ces données. Et en général, c'est une étape qui est très coûteuse en temps et en euros. Voilà. Et il faut énormément de données, il faut énormément de puissance de calcul, beaucoup de GPU. C'est pour ça qu'on voit fréquemment des grandes boîtes comme Meta ou OpenAI ou Google acheter des dizaines ou des centaines de milliers de GPU. Euh, Ensuite, une fois qu'on a ces énormes modèles préentraînés, on peut les fine-tuner. Donc ça, c'est très intéressant. Donc ça se base sur le principe du transfer learning, c'est-à-dire on prend ces grands modèles et puis on les réentraîne un petit peu, sans trop les perturber, sur un tout petit ensemble de données. Donc en général, là, ce sont des données labellisées. Et donc on a besoin d'une petite quantité de données, d'un tout petit peu de temps GPU. Euh, et ça marche très bien, parce que justement, on se base sur les représentations très riches que ces grands modèles ont appris.
On essaie d'utiliser, par effet de levier, d'utiliser ces représentations pour notre tâche spécifique, qui doit être quand même suffisamment proche euh, en termes de données, des données sur lesquelles le pré-entraînement a eu lieu. Et donc, on obtient ce modèle fine-tuné, voilà. Et donc, dans notre cas, nous, on a fine-tuné un modèle pour la détection de fichiers. Euh, donc ça, je ne sais pas si je vais avoir le temps d'en parler, mais si ça peut vous intéresser, oui. Donc, qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça signifie que de modéliser statistiquement le langage? Eh ben, ça dépend, parce que la probabilité d'une phrase, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais moi non. Mais il se trouve qu'on peut utiliser pour ça des tâches proxy, en essayant de faire comme si parler, c'était juste avoir en tête la probabilité d'occurrence des mots en fonction des mots précédents. C'est bête dit comme ça, mais ça marche très bien. Donc les deux tâches proxy en général utilisées dans l'état de l'art, c'est le MLM ou Mask Language Modeling. Donc l'un des objectifs de pré-entraînement d'un modèle, ça va être simplement de lui demander de retrouver le mot masqué. Voilà. Donc là, c'est I am a large model et le modèle doit trouver le mot language. Alors c'est pas aussi basique que ça, parce qu'en fait, les modèles n'utilisent pas les mots, mais ce qu'on appelle des tokens qui correspondent à des ID numériques en fait. Donc en général, c'est pas des mots entiers, mais c'est des sous-mots, des éléments de mots, des syllabes, etc. Mais c'est un peu le principe. Et le deuxième objectif de l'état de l'art, c'est le Next Sentence Prediction. Donc c'est encore plus basique. C'est simplement, le modèle doit cette fois-ci faire une tâche de classification. Est-ce que les deux séquences se suivent dans le corpus ou dans un document du corpus? Donc voilà, les deux premières phrases, elles ont, enfin, je veux dire, la seconde est la conséquence logique de la première. Donc le modèle doit apprendre à correctement prédire que la seconde est la next sequence. Par contre, dans le deuxième cas, la seconde n'a rien à voir avec la première, donc le modèle doit apprendre à correctement prédire que non, la deuxième phrase n'est pas la next sequence. Et avec ces deux proxys, ça marche très bien et les modèles apprennent vraiment comme s'ils apprenaient la distribution sous-jacente du langage, quoi. Ce qui n'est pas forcément très local, mais ça marche bien. Donc, on va pouvoir passer maintenant à notre petit POC. Donc, nous, ce qu'on s'est dit, c'est bon, on va utiliser il y a énormément de LLM. Vous allez sur Hugging Face, vous avez des dizaines de milliers de modèles de langage entraînés sur différentes tâches et différents corpus de données. Et nous, on en a pris un qui avait été entraîné sur la génération de code. Donc, c'est un modèle qui s'appelle Star Encoder, il est sous licence libre. Donc, Star Encoder, c'est un petit LLM, il fait seulement 125 millions de paramètres. Donc, il est déjà plus gros que GPT-1, mais pour les standards d'aujourd'hui, 2024, c'est un tout petit modèle. Et alors, c'est un modèle encodeur only, c'est-à-dire qu'il n'a pas été entraîné pour la génération, mais juste pour produire en fait ce qu'on appelle des embeddings, qui sont ces fameuses représentations des données d'entraînement. Et on peut justement ensuite utiliser ces embeddings qui seront utiles pour notre tâche en aval. Donc ce modèle, il a été entraîné, par contre, il est petit, mais il a été entraîné sur un dataset énorme de plusieurs milliards de documents, des documents qui sont en fait des codes informatiques dans plus de 80 langages de programmation. Donc on peut se dire que tiens, ce modèle, il a appris ce que c'est que le code informatique, quoi. Et comme nous, notre tâche, c'est d'apprendre à reconnaître si un script PowerShell est malveillant, ben, on s'est dit, on va le tester. On a utilisé la technique du fine-tuning, donc on a amassé une petite quantité de scripts PowerShell qu'on a dû laborieusement trouver et labelliser. On en parlera plus tard, mais c'est un peu la partie difficile. Et avec ce petit dataset de 7000 documents, hein, c'est rien en rapport aux milliards de documents du dataset d'entraînement, on a réentraîné Star Encoder pour en faire notre modèle PowerShell M, qui est un petit détecteur de PowerShell peu coûteux et pourtant efficace. Euh, donc voilà, j'ai mis quelques chiffres, mais ça ne veut rien dire. Je fais sur le dataset d'Eval et puis on verra que voilà, c'est pas aussi incroyable que les pourcentages peuvent le laisser croire. Et en fait, cette étape-là, c'est vraiment l'étape simple, hein, ça coûte juste du temps GPU parce que mettre en place du fine-tuning sur un modèle préentraîné, ça se fait très rapidement avec les librairies dont on dispose aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose qui est à la portée de tous. Vraiment, l'étape la plus difficile, en fait, c'est celle-là. Donc ça, c'est un petit peu comment dire, le pipeline ce qu'on appelle le MLOps. Donc c'est
toutes un peu les étapes avant de pouvoir vraiment mettre un modèle en déploiement. Et on voit que ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est ça, petit carré noir. Et la partie vraiment, on va dire la partie vraiment le real deal, quoi, c'est ces trois-là, on va dire. Donc, c'est tout ce qui est collecte de données, extraction de caractéristiques des données et surtout vérification des données. Et donc, ça, c'est le problème en plus, c'est que c'est coûteux, mais en temps humain. On peut difficilement utiliser le GPU ou le CPU pour nous aider là-dedans. Donc là, voilà, c'est trouver des sources de données fiables, parce que dans la plupart du temps, ce que vous avez comme source de données pour le code informatique, c'est du tout venant, donc c'est-à-dire vous ne savez pas ce que vous avez dans votre dataset. Alors certes, vous pouvez avoir quelques dizaines de milliers, voire parfois quelques centaines de milliers de scripts, mais vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Parfois, vous n'avez même pas forcément que du PowerShell, donc il faut laborieusement essayer de filtrer vos données, parce que sinon votre modèle, il va apprendre sur des données qui sont empoisonnées, quoi, qui sont défectueuses. Donc ça, c'est vraiment le cœur du problème. Euh, ouais. Eh ben, je te laisse parler. Prochaine slide de venir, Ouais. sinon, si elle vient pas. C'est bon, elle est venue. Voilà, bah, vous l'aurez compris un petit peu. Moi, je suis un petit peu l'analyste de la bande, hein. Lui, c'est le spécialiste IA. La première question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi le PowerShell? Et puis, mais ça fait des années que ça existe. On en a peut-être déjà fait le tour. Pour autant, bah, déjà parce qu'il fallait bien commencer quelque part, tout simplement, et surtout parce qu'on le retrouve encore à l'heure actuelle beaucoup dans de nombreuses chaînes d'attaque à différentes étapes. Il est quand même plutôt facile à adapter dans différents scénarios et ça peut permettre de faire de l'évasion de certains modules d'analyse. Et récemment, Microsoft a reconduit une LTS de Windows qui supporte pendant encore long time support du .NET Framework et qui embarque avec le support du PowerShell. Donc en gros, on n'en a pas fini en fait avec l'injection de script PowerShell à différentes étapes de nos chaînes d'attaque. Euh, tac. Alors, j'ai envie de dire c'est bien beau toute cette théorie, mais moi en tant qu'analyste, je voudrais utiliser le moteur. Alors voilà, le but c'est de vous montrer rapidement qu'on a pu le packager, hein. Je pense que tout le monde connaît un petit peu le fonctionnement de Docker, c'est assez rapide. On n'a pas besoin de faire les dépendances. Et là, en 2 temps 3 mouvements, on cligne des yeux. Je vous liste un petit peu les samples qu'on voulait tester. On lance notre script et il nous donne directement euh, un verdict en fait sur les samples qu'on voulait tester. Un verdict avec ici le score de niveau qui est associé. Donc voilà, vous aurez bien compris que le but de cette preuve de concept, en fait, c'est de fournir un outil qui va nous donner un verdict de malveillance sur des scripts PowerShell qu'on lui propose en entrée. Écoutez, on pourrait vous vendre ça enfin, très rapidement, essayer de vous convaincre, vous dire que ok, notre modèle, il est efficace, il marche bien, tout ça, tout ça. Moi, je vais vous proposer un petit peu d'essayer de l'évaluer quand même ensemble pour que vous puissiez aussi vous faire un peu un avis en fait sur son fonctionnement. Dans un premier temps, moi, je vous propose de partir de la définition de ce que nous on entend comme script PowerShell malveillant. En gros, qu'est-ce qu'on veut savoir? Le script PowerShell malveillant, nous, on considère que c'est tout fichier plutôt orienté de type texte qui a vocation à être utilisé, exécuté sur une ligne de commande type Windows, basé sur du PowerShell bien évidemment, et dont la vocation du script va être d'être utilisé dans le but de commettre des infractions numériques. En fait, c'est vraiment ça, le côté malveillant. Pour ensuite pouvoir continuer dans la partie évaluation du fonctionnement de notre modèle, on a effectué une évaluation sur un dataset de test, un peu comme une éprouvette témoin finalement, pour valider, qui n'est pas du tout en fait le dataset qui a servi à faire l'entraînement de notre modèle. Pour autant, ce dataset d'entraînement, nous, on a pu le réutiliser et le repasser dans le modèle pour recaractériser finalement nos données d'entraînement. Alors effectivement, je pense que les spécialistes en machine learning, ils vont crier un peu à l'hérésie.
Et ben, nous, on a envie de dire, ben, pas forcément en fait. Le but, au travers de ça, c'est d'essayer de bien comprendre notre problème cible. En fait, le problème cible, c'est la difficulté finalement qui réside dans la détection des scripts PowerShell malveillants. C'est pas si simple parce que ça reste un langage qui est hyper permissif, qui est complexe. Euh, Là, j'ai apporté le terme plutôt de polymorphe parce qu'il peut prendre plein de formes, il peut être encodé, il peut être chiffré, il peut être découpé et polyglotte aussi parce qu'en fait, dans les différentes chaînes d'attaque, on peut avoir des fichiers texte qui embarquent aussi bien du JS avec du PowerShell encodé dedans, quoi. Alors là, comment déterminer ça? Ça devient assez complexe. Euh, Ensuite, pour évaluer un outil de sécurité informatique, finalement, on s'appuie souvent sur une évaluation de faux positifs et de faux négatifs. En tout cas, certaines boîtes américaines ou quoi aiment bien ce genre d'abac. Euh, alors, nous, ce qu'on voulait rappeler, ce qu'on entend par faux positif ou faux négatif, ce sont des éléments dans le cadre d'un faux positif qui va sonner alors qu'il ne devrait pas et inversement pour un faux négatif. Au travers de ces tests-là, en fait, on a essayé d'optimiser au maximum les réglages de notre LLM de manière à minimiser ces taux de faux positifs et de faux négatifs. En l'occurrence, on vous avait dit tout à l'heure qu'on avait un dataset d'entraînement d'environ 7000 scripts. On arrive à tomber avec déjà juste des réglages de base en dessous de 0,5% de taux de faux positifs, ça représente 12 scripts sur 5000, c'est pas beaucoup. Ça sous-entend quand même que, alors quand je dis juste, c'est pas péjoratif pour son travail, mais je veux dire, en faisant ce travail de fine-tune avec les données d'entraînement, on tombe déjà sur un taux qui est plutôt pertinent sur un outil comme ça. Donc ça donne déjà une première idée. Et on a constaté ensuite qu'on pouvait potentiellement encore améliorer les résultats ou en tout cas faire tendre l'outil vers un besoin, notre besoin en tout cas, si on le replace enfin si on replace ces résultats, en tout cas de nos analyses, dans un contexte métier, pour réduire le taux de faux positifs et de faux négatifs. Et à travers ça, on va pouvoir, au besoin, reclasser, purger ou peut-être enfin, déterminer ce qu'on va vouloir faire de certains scripts qui font partie du dataset d'entraînement avant de potentiellement réentraîner notre large language model. Alors pour ce faire, bon, on va passer par une petite étape. Je vous propose de faire un petit peu d'analyse. Bon, sur du script PowerShell, hein, c'est pas non plus, c'est pas forcément ultra compliqué, je pense, mais ça donne une bonne image un peu de ce qu'on peut trouver dans ces scripts. Et on va essayer de se donner une idée de pourquoi, en fait, notre modèle réagit de certaines manières. Le premier élément que je voulais vous montrer, c'est moi ce que j'ai appelé un vrai faux positif. Alors, on va commencer à vite se casser la tête. Ce qu'on entend, nous, par vrai faux positif, ce sont tous les fichiers de notre dataset d'entraînement qui font partie de notre dataset de Goodware. Parce que c'est vrai que je ne l'ai pas précisé avant, mais le dataset d'entraînement, il y a déjà des tags qui sont apposés sur certains scripts où on a été capable de dire, bah, ça pour nous c'est malveillant, enfin pour nous en tout cas pour la source où on est allé chercher les scripts, ça c'est malveillant, ça ne l'est pas. Donc ce qu'on entend par vrai faux positif, ce sont les fichiers issus de notre dataset de Goodware classifiés comme malveillants par notre modèle, mais en fait, ils sont sains. Autrement dit, notre modèle se foire complètement, il se trompe. Enfin, ça arrive, hein, je veux dire. Au niveau de la classification, là, ce qu'on peut imaginer rapidement, en regardant ce script, c'est que peut-être notre modèle a probablement fait de la classification sur certains mots-clés, les consoles keys, peut-être les éléments qui sont en lien avec l'utilisation des frappes clavier. C'est des éléments qu'on peut retrouver en fait dans des scripts qui sont malveillants. Donc c'est probablement pour ça qu'il l'a classifié de cette manière. Pour autant, quand on fait l'analyse de notre script, on constate qu'en fait c'est un éditeur de texte, un PowerShell, ou en tout cas un équivalent Oxed avec un prompt. Je savais pas que ça existait, mais bon, comme quoi, c'est des outils qui ont été développés pour aider quelqu'un à un instant T. Ici, j'ai rajouté juste un petit indice. On parlait de tiers qui permettent de faire de la détection. Le score sur virus total, ce script est bien détecté par aucun antivirus. Donc ça donne un élément supplémentaire.
pour déterminer que ce script n'est pas malveillant. Alors, à reclasser ou pas, ben, ça va dépendre de ce qu'on va vouloir faire. Nous, on va plutôt tendre vers la conservation de ce script, euh, mais plutôt de le basculer en fait dans le, comment on appelle ça, dans le dataset de Goodware plutôt. Après, le conserver, pourquoi? Parce qu'a priori, en termes de détection par notre modèle, on a l'impression que pour lui, c'est un peu une forme de script un peu difficile à identifier. Et a priori, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est mon expert IA, la difficulté, c'est ça pour l'apprentissage d'un modèle. Moi, je te crois sur parole. Et dans ce cas-là, ben, on le conserve, hein, sans souci. Toc. Un autre exemple qui, lui, représente un vrai positif. Un vrai positif, donc c'est un fichier issu de notre dataset de Goodware, pardon, classifié comme malveillant et qui est effectivement malveillant. Autrement dit, notre modèle sur cet exemple-là, il a raison. Quand on regarde un petit peu le script, on essaye de comprendre bah, pourquoi est-ce que potentiellement il aurait identifié ce fichier comme malveillant. On voit ici qu'il y a une chaîne de caractères encodée, le fameux, enfin pour ceux qui connaissent TVQQA, c'est un peu le signe d'un binaire en bas, enfin d'un bas 64. Et effectivement ici, on voit qu'il y a certaines commandes from base 64 avec du load des bytes, en fait, ça va être des mots qu'on va retrouver bah, assez régulièrement finalement dans des scripts PowerShell qui ont vocation à être malveillants. Euh, sur ce script en particulier, c'est un script qui est en deux parties finalement. Une première partie qui, a priori, va être chargée de télécharger quelque chose. Et ben effectivement, ici, dans le champ, enfin dans la variable PS, c'est un fichier binaire, c'est une bibliothèque DLL qui est encodée en base 64 dont le but, bah, en fait, c'est de faire. Il s'appelle DLL Web Request. Le nom est assez évocateur. Et il va être chargé de faire des requêtes HTTP finalement, un peu à l'image d'un curl entre guillemets. Et il va prendre en paramètre ben, deux éléments. Le premier élément qu'on voit tout là-haut, le download path ici, qui au passage, ben, permet de facilement caractériser déjà ce script. Je veux dire, pour ceux qui ont vu Poche C2, moi j'ai plutôt tendance à le catégoriser comme malveillant, je veux dire. Donc ça, on est sur un bel indicateur de compromission. Lui nous permet, en plus de certains autres éléments, mais surtout cette taille aussi nous permet de caractériser le script. Donc ça, c'est assez intéressant. Et en deuxième paramètre, vous voyez, la DLL va prendre un user agent. Euh, Après, selon les use cases, les user agents peuvent être des petits signaux faibles de, par exemple, enfin, des attaquants qui veulent automatiser certaines actions. Ils vont prendre des user agents qui sont forgés enfin, un peu de la même manière. Voilà, c'est des petits indices en plus. Et ensuite, en deuxième partie, ça c'est une partie de la deuxième partie du script sur notre fameux poche C2, où on voit qu'en fait, il fait toute une partie installation, il crée il crée des raccourcis Windows, etc. Puis en plus, c'est assez clair avec les messages, hein, je veux dire, c'est plutôt intelligible. Alors, ici, aucun doute hein, sur le niveau de malveillance de ce script. Je veux dire, voilà, pour moi, c'est malveillant. On est allé jeter un œil du côté de virus total. Il score, pour autant, il n'y a que 13 antivirus sur 60 ou 65 qui identifient ce script comme malveillant. C'est pas énorme. On pourrait s'attendre à quelque chose de plus important. Bon, c'est peut-être à replacer dans un contexte. En tous les cas, nous, on aurait tendance à le taguer comme malveillant. Donc celui-ci, il est à reclasser et on le met en direction de notre dataset de malware. Donc typiquement, ça c'est un exemple de script enfin, en tout cas, qui se trouve pas, qui n'a pas le bon tag, pardon, en entrée de notre modèle. Un autre exemple, faux positif, moi j'ai un petit peu déterminé selon le contexte. Vous allez voir que là, on est donc faux positif, je le rappelle, ce sont nos fichiers issus de notre dataset de Goodware classifiés comme malveillants. Dans ce cas-là, en fait, on va tomber dans ce qu'on peut appeler peut-être une zone grise du modèle. On ne peut pas forcément forcer notre LLM à trancher
Parce qu'il y a un certain nombre d'éléments quand même qui ressortent qui pourraient lui faire croire qu'il est effectivement malveillant. On retrouve les fameux tags, enfin, ou les fameuses commandes front base 64 string, etc. On a ici, à nouveau, un TVQQA, ici, une petite DLL encodée, qui est dans le script, hein, qui est chargée en fait à l'exécution. Pour autant, donc on a fait l'analyse de ce script, vous allez me dire, c'est pas excessivement compliqué, mais on a fait aussi l'analyse du fichier DLL, et il s'avère que nous sommes face à un outil qui permet de générer un rapport d'inventaire d'une machine, la machine sur laquelle il est déployé. Typiquement, là j'ai sorti quelques strings, hein, c'est parlant du fichier DLL. On voit qu'il va chercher un certain nombre de services, il cherche des noms de domaine, il cherche à avoir des listes de contrôle d'accès, des choses comme ça. Et il va générer un rapport au format HTML qui, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est directement dans le fichier DLL. Il va l'inscrire dans le répertoire TMP de la machine de destination. Je vais rester parmi vous. Euh, voilà, en termes de classification, c'est assez, voilà, assez visible. Notre plateforme Virus Total, elle, donne un score de détection de 1 AV. Donc pour lui, vu comme malveillant quand même par un antivirus. Alors, la question, elle se pose, faux positif ou pas faux positif? Ben, moi, j'ai envie de vous dire, nous, on ouvre le débat en fait. Sur ce type de fichier, typiquement, on est dans la zone grise. On peut parfaitement envisager l'utilisation de ce type de script faite par une équipe d'administration système, d'administrateur système, sur un SI, je veux dire, qui pousserait ça par GPO et qui voudrait faire l'inventaire de leur parc. Alors vous allez me dire, il y a plein d'autres solutions pour le faire. Je pense que dans certaines DSI, il peut y avoir ni le temps, ni l'argent, ni plein de raisons pour lesquelles ils n'ont pas fait autrement et ils ont fait comme ça parce qu'un jour quelqu'un a su le faire. Voilà, je veux dire, ça existe. C'est pas pour autant que le script est utilisé à des fins malveillantes. Pour autant, un acteur malveillant, un APT ou ce que vous voulez, pourrait utiliser aussi ce genre de script pour, même chose, le déployer sur certaines machines d'un réseau, pour essayer de faire l'environnement, essayer d'identifier les faiblesses d'une machine, essayer d'identifier les machines autour qui sont intéressantes, soit pour récupérer de la donnée, soit pour peut-être balancer une charge finale et peut-être la chiffrer, on ne sait pas, ou soit pour identifier les machines sur lesquelles il pourra rebondir dans le réseau et pouvoir aller plus loin finalement dans l'intrusion. Alors, ce qui est intéressant sur un cas comme ça de zone grise, c'est qu'on en vient à se poser la question, est-ce que, en tant que, par exemple, RSSI en tout cas, ou en tant qu'administrateur système, on ne serait pas intéressé déjà pour voir si ce type de script existe dans un SI? Parce que c'est pas forcément évident, avec parfois les Rotary qu'on trouve dans certaines équipes, d'identifier qu'il y a ce genre de script qui traîne. Alors, est-ce qu'on veut le voir ou pas? Euh, Dans ce cas-là, en fait c'est là-dessus qu'on va pouvoir agir et qu'on va pouvoir apporter des éléments intéressants en se disant on va peut-être apporter une réflexion en réunion tripartite par exemple et de se dire bon ok nous on considère que ça c'est pas malveillant donc on le garde et on saura que notre modèle il doit l'identifier comme tel mais auquel cas on va plutôt choisir de le retirer du dataset pour éviter qu'il génère à nouveau des faux positifs ou du faux négatif selon l'endroit où on le met. Tac. Alors, si vous avez aimé les faux positifs, on va continuer sur les faux négatifs. Tant qu'on est un petit peu dans le mood, j'ai envie de dire. Alors, un premier exemple de faux négatif. Alors, faux négatif, c'est un petit peu comme tout à l'heure, sauf que là, on part de l'analyse de nos fichiers qui étaient dans le dataset de malware, qui ont été classifiés comme sains par notre modèle, mais qui sont malveillants. Autrement dit, tout à l'heure pour les vrais faux positifs, là dans les vrais faux négatifs, notre modèle, a priori, se trompe en tout cas. Alors ici, on est face à un fichier qui est pas inintéressant à mon sens. On pense qu'il peut être classifié comme malveillant parce qu'on a encore des petits tags comme convert to B64, send to console. On avait des petits éléments avec une partie keylogger en plus que j'ai pas affiché. Euh, on pourrait se dire que normalement, on peut imaginer que c'est pour ça en fait que enfin pas que en tout cas, mais peut-être en partie pour ça que notre modèle pardon, pas pour ça que notre modèle a classifié ce script comme ça. Alors que pour autant, quand on voit ça, on se dit il aurait pu. Bon, pour autant, c'est un fait. Quand on regarde le script, quand on en fait l'analyse.
on peut facilement qualifier notre script comme malveillant déjà, ne serait-ce que sur le champ URL console qui est là-haut, qui est un indicateur de compromission, puisque quand on pivote en fait sur cette URL-là, on constate qu'il a été associé à une campagne PowerPlan C2, donc c'est un RAT qui a été déployé il y a 2 ans, 3 ans, quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, il y a 2 ans, il tournait. Donc, voilà, pour moi, il est malveillant. En plus, on voit que c'est assez rigolo. Il y a certains exemples, enfin certains champs qu'on voit apparaître comme ça, où il y a une forme d'obfuscation, entre gros guillemets. Ça reste lisible, malgré tout. Peut-être que ça a été mis là pour essayer de tromper ou évader des systèmes de détection. Alors, pour ce type de fichier, on a notre plateforme VirusTotal qui score quand même à 38 et c'est pas 60. Moi, ça me surprend quand même parce que avoir ça qui traîne dans mon SI, moi, je suis pas forcément rassuré. Hein. J'ai pas envie de voir ça traîner. La question qu'on peut se poser, est-ce que on devrait le reclasser pour le changer, le passer enfin, soit le reclasser, soit l'enlever? Moi, j'ai envie de dire non, parce que c'est un malware. Il est dans le dataset malware, juste il n'a pas été correctement identifié par notre modèle. Pour moi, ce type de script, ça va permettre d'identifier peut-être d'autres points d'amélioration de notre modèle au travers de son dataset. Et il est possible, en fait, que notre modèle n'ait pas assez d'exemples de ce type pour pouvoir faire le lien aussi. Faut pas oublier que, bon, on disait qu'on n'a pas un gros dataset. Pour autant, c'est quand même intéressant d'avoir un dataset riche avec plein d'exemples différents. Et il y a une autre limitation qu'on n'a pas encore forcément abordée, c'est que ce script-là, c'est un script qui est énorme. Et je ne sais plus combien il fait de lignes. Il est possible qu'on tombe aussi dans une autre limitation de notre modèle, on y reviendra, sur le nombre de tokens en fait utilisés. Et il est possible que les informations croustillantes qui sont ici et ici, qui lui auraient permis de catégoriser correctement notre script, en fait, elles tombent au-delà des 1024 tokens utilisables. Du coup, tout ce qui est au-delà, bah, il ne le prend pas en compte en fait enfin, dans sa méthode de détection. Tac. Un autre exemple de vrai faux négatif, là où notre modèle se trompe. On est face à un script, quand on regarde visuellement, bon, c'est vrai que je ne l'ai pas abordé jusque-là, c'est un script qui, enfin, même tous les exemples que je vous ai montrés, ce sont plutôt des scripts qui sont intelligibles, plutôt bien écrits, ils ne sont pas forcément trop offusqués. Euh, pour celui-ci, bon, on peut se dire qu'il aurait pu classifier en voyant apparaître des tags comme get keyboard state, puisque ça a été le cas dans le premier script. On avait des références avec l'utilisation des frappes clavier ou des choses comme ça. Parfois, ça peut être associé à du comportement malveillant. Bon, lui n'a pas forcément vu ces éléments-là. Pour autant, on est bien face à un script qui est malveillant, puisqu'on peut à nouveau pivoter sur ces indicateurs de compromission qui sont ici. En fait, ici, on est face à un keylogger mail. Ça a l'air hyper simple, mais ça marche. C'est bête, hein, finalement. On met ça combiné avec une mise en persistance au démarrage d'un PC. Bon, ben, si ça reste bien en background, au final, j'ai envie de dire ça passe. Enfin, ça passe si, voilà, si les éléments de détection se déclenchent pas. Euh, donc ici, voilà, le pivot peut être fait sur les adresses mail. J'ai pas eu la qualification, la qualification finale. En tout cas, il s'avère que Lovis Great @gmail.com, c'est bien des acteurs malveillants. Quoi. Alors, encore une fois, celui-ci a reclassé, et ben même chose. Nous, on a envie de dire plutôt que non. On rentre toujours dans dans ce paradigme de réussir à trouver des exemples, enfin des éléments de dataset qui soient pertinents et qui apportent aussi un peu de difficulté. Mais très probablement qu'il n'a pas pu classifier correctement parce qu'il avait, dans ce cas-là, à mon avis, pas assez d'exemples similaires pour pouvoir définir le niveau de malveillance. Alors, un autre exemple, cette fois-ci de vrai négatif. Là, je le rappelle, on est toujours dans un fichier issu de notre dataset de malware. Notre modèle l'a identifié comme sain. Et effectivement, à la lecture du script, bah, ce n'est pas un script malveillant en fait. Autrement dit, notre modèle, dans ce cas-là, il ne se trompe pas.
Pour autant, voilà, je détaille très rapidement. À la première lecture, en fait, c'est un encodeur en base 64. Bon, on en trouve partout. On peut en utiliser pour plein de cas, pour sérialiser de la donnée. Bref, c'est pas pour autant. Enfin, en tout cas, pour moi, il n'est pas malveillant suite à l'analyse. Euh, alors, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on voit aussi VirusTotal qui a 9 antivirus sur 60 qui sonnent sur un script comme ça. On peut imaginer qu'en fait, ce type de script sonne sur des plateformes de détection. Ce sont des scripts qui sont des morceaux d'autres scripts plus gros ou d'autres éléments plus gros qui font appel à celui-là. Donc en fait, ils sont tagués avec, alors qu'ils sont pas forcément malveillants. Ils représentent qu'un petit bout des actions. Alors, à reclasser, ben oui, pour moi, il n'a rien à faire dans le dataset de malware. Il n'est pas malveillant. Donc, direction le dataset de Goodware. Toc. Et ensuite, un autre exemple, faux négatif, selon contexte d'emploi, notre zone grise dont on parle depuis tout à l'heure. Ça, c'est un script qui effectue la mise en persistance d'un autre script PowerShell. C'est un peu le attribute de Windows, mais en PowerShell, quoi, le attribute de la comptable, pour ceux qui ont déjà eu l'occasion de l'utiliser. Avec des clés voilà, caractéristiques, hein, où ça pointe sur la current version run. Euh, Alors, ce type de script, comme l'exemple de notre zone grise de tout à l'heure, en fait, il peut être mis en œuvre aussi bien par des équipes d'administration système qui diront, ben moi, j'ai envie, par exemple, de monter des imprimantes réseau au démarrage. C'est des cas que j'ai déjà vus. Et ils vont pousser ce type de script en GPO pour pouvoir ensuite faire démarrer les autres éléments automatiquement. Mais même chose que pour notre script de zone grise de tout à l'heure, c'est aussi un script qui, s'il est utilisé par des acteurs malveillants, bah, peut être utilisé pour faire du mal, quoi, pour faire de la persistance, hein, tout simplement. Ici, on va placer un petit rat en exécution pour s'ouvrir une porte dérobée à chaque redémarrage du PC. Alors, voilà, ici, on est, je le rappelle, la zone grise de tout à l'heure. Nous, on serait plutôt enclin à dire qu'il faudrait le retirer du dataset d'entraînement, mais en tout cas, ça reste une décision à prendre entre différents acteurs qui vont exploiter le système d'information. Alors, voilà, je voulais vous parler un tout petit peu de la classification, on l'a un petit peu évoqué, que peut effectuer notre modèle sur les scripts malveillants, pas malveillants. Quels sont les critères qu'on peut imaginer en fait? La forme globale, enfin, en tant qu'analyste, quand on jette un premier coup d'œil rapide, je pense qu'on ne ferait pas mieux que le LLM, en tout cas, je parle bien d'un premier coup d'œil. On dirait à première vue, ouais, ça a l'air malveillant, ça, c'est inintelligible, on ne comprend pas trop, là-bas, c'est offusqué. Là, visuellement, ça a l'air bien écrit, il faut passer un peu plus de temps d'analyse pour comprendre réellement le niveau de malveillance de ce type de script. Donc, on peut supposer que d'une certaine manière, notre LLM en fait va pouvoir classifier la donnée sur peut-être un niveau d'obfuscation. Alors, j'ai mis entropie, c'est pas très vrai pour du fichier texte, plutôt une densité d'écriture. Voilà, c'est un peu mieux dit et une intelligibilité parce que par exemple, ce type de script ici, il va consommer plus de tokens par exemple pour travailler avec notre modèle. Tac. Voilà, donc c'est bien là qu'on voulait arriver finalement. La preuve de concept qu'on vous propose aujourd'hui, on considère quand même que c'est un outil efficace avec finalement très peu de moyens, un PC et puis un petit peu d'apprentissage. On arrive quand même à quelque chose qui fonctionne bien, qui a des bons taux de faux positifs, faux négatifs. Mais qui a ses limites. Donc, on parlait tout à l'heure de la limite sur les 1024 tokens, c'est lié au star encodeur, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, dans cette limitation, ben, on a potentiellement une perte d'une partie des informations qui peuvent être pertinentes pour classifier nos scripts et qui apparaîtraient après la consommation des 1024 tokens. On a aussi un point, mais qui est vrai pour tout, les sources de données, on en a parlé pas mal. Où est-ce qu'on va les chercher? Comment? Ben, en fait, si on a une mauvaise classification de nos données d'entraînement, notre LLM, il ne peut pas faire de magie. En fait, je veux dire, si on lui dit qu'un script est malveillant alors qu'en fait, il ne l'est pas, bah, à un moment donné, si on lui en met plusieurs, c'est logique qu'il aille vers le mauvais choix. Et dans une autre mesure, si un attaquant fait un super beau code, magnifique, bien indenté, commenté et tout, bah, le LLM, il peut être berné aussi, mais comme je le disais, tout comme
le premier coup d'œil de l'analyse. J'insiste bien là-dessus. Je ne parle pas dans ce cas-là d'une analyse approfondie, mais c'est plutôt de faire le travail. On a 200 000 fichiers à analyser, j'exagère un peu. En analyse à la main, bonjour, hein, ça va prendre un peu de temps. Bah, là, on le met dans le LLM, il va nous rendre un verdict. Mais au final, on aurait peut-être fait les mêmes, au premier coup d'œil, les mêmes choix. Et voilà, là où on voulait en venir, c'était un petit peu là, du malveillant au malsain finalement. On en revient à notre thème de départ, qui est la défense pour nos systèmes d'information. On a constaté qu'il y avait cette fameuse zone grise où on ne peut pas forcer notre modèle à faire de la classification, malveillant, pas malveillant, parce que bah, lui-même, il n'a pas assez d'exemples. Alors, dans ces cas-là, nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il y a peut-être une tâche décisionnelle en fait à faire entre plusieurs acteurs. Je parle des acteurs qui mettent en œuvre le SI, qui mettent en œuvre la sécurité, qui imaginent la sécurité. Donc entre le ou les concepteurs du modèle, les responsables SSI qui maintiennent la politique de sécurité du système d'information, et potentiellement les admin 6 pour décider certains scripts, est-ce qu'on les enlève ou est-ce qu'on les remet dans notre dataset d'entraînement, ou est-ce qu'on les positionne et prendre la décision sur cette zone grise. Soit on les retire, soit on se dit, si je veux que celui-ci il soit de tel côté, ça fera travailler notre modèle comme nous on le souhaite. Et auquel cas, on ne peut pas forcer, mais en tout cas, on va aider notre modèle à travailler comme nous on le souhaite en tout cas. L'idée de notre modèle, c'est de se dire aussi qu'il est à utiliser dans un concept, pardon, dans un contexte qui ne doit pas être figé, un peu comme l'évolution du niveau de sécurité d'un système d'information. Il faudrait qu'il soit intégré en fait dans un process d'amélioration continue. On peut lui redonner des nouvelles données, on reprend de nouvelles décisions régulièrement, on peut contrôler son efficacité. Après, c'est facile de dire il n'y a qu'à Faucon, mais c'est à notre avis en tout cas le meilleur moyen de tirer le meilleur parti de ce type d'outil. Donc voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure, notre proposition de preuve de concept PowerShell LM, on considère que c'est une proposition qui est plutôt facile à mettre en œuvre et relativement efficace. Et par contre, on se dit quand même que la notion, alors en PowerShell LM, mais c'est vrai à notre sens pour tous les outils liés machine learning, intelligence artificielle, c'est que moi, pour ma part, en tant qu'analyste, je le considère bien comme un outil au profit de l'analyste et non en remplacement. Il va faire les tâches rébarbatives. Il va faire les tâches coûteuses, comme ça permet à l'analyste de se recentrer sur son cœur de métier. Finalement, ça permet de faire un premier gros filtre, j'ai envie de dire, des alertes. Voilà. Et en conclusion, voilà, où est-ce qu'on en est sur cette fameuse sécurité des systèmes d'information à l'heure des LLM, à l'heure des IA, etc. Là, on l'a constaté depuis ce matin, tout le monde l'a dit, voilà, c'est des outils qui sont de plus en plus accessibles, de plus en plus faciles à mettre en œuvre, et surtout, il y a une progression quasi exponentielle, en tout cas, de l'utilisation de ces outils, mais aussi bien par le clan défense, les blue teams, mais par les attaquants aussi. Eux aussi, hein, ils utilisent des outils comme ça pour accélérer le déploiement de leur malware, industrialiser plus rapidement, faire du contrôle, faire de l'agrégation de logs, contrôler que tout va bien, de leur côté en tout cas. Pour autant, nous, on propose cet outil sous forme de preuve de concept et ce qu'on avait envie de faire passer comme message au final, c'est de se dire que l'outil, c'est pas mal, mais qu'un outil de détection comme celui-là, il révélera vraiment on va dire, ouais, tout son meilleur potentiel s'il est associé à d'autres moyens de détection. Le PowerShell LM, il sait traiter du PowerShell. Si à côté j'ai du JS, ça serait bien d'avoir un outil qui sait faire le JS. Et avec la facilité de mise en œuvre, peut-être que voilà, il y a des choses à faire. Et encore une fois, le but, c'est de pas faire travailler, par exemple, que des outils basés sur l'IA. L'intérêt, c'est de réussir à pouvoir proposer un panel d'outils de détection qui soit suffisamment varié pour essayer de pallier en fait aux problématiques d'un outil au travers l'autre. Les combinaisons de ces différentes technologies, hein, je parlais de temps en temps on prend l'exemple de la diversité de firewall quand on déploie une DMZ, on va essayer de pas forcément toujours prendre les mêmes marques. Là, on est dans la définition de la défense en profondeur. S'il y en a un qui est vuln, l'autre le sera peut-être pas. Donc, avec un peu de chance, si une barrière est trouée, l'autre ne l'est pas. En fait, ce qu'on voulait nous vous proposer comme message, c'était ça, c'était de dire que ce type d'outils, ils sont vraiment super, mais voilà, on préconiserait plutôt de les mettre en œuvre avec d'autres éléments de détection
aussi variées hein, que de l'AV, enfin, que de l'antivirus, que des choses comme ça. Et le but, c'est vraiment voilà, d'avoir une défense en profondeur la plus efficace possible et de tendre, si possible, vers un niveau de sécurité le plus élevé sur notre système d'information. Voilà les petits messages qu'on voulait vous faire passer au travers de ça. Voilà, on voulait remercier les différents contributeurs, parce qu'on n'a pas été les seuls à bosser sur le sujet. Donc, merci à eux, merci à tous. Et voilà, si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas, c'est maintenant.